Bonjour à tous. Donc, j'ai la lourde tâche, dans ce congrès de réanimation, dans une salle pleine de kinés, de défendre devant vous le fait qu'il n'y a pas d'urgence en kiné respiratoire. Donc, je vais essayer de faire ça de manière le plus objective possible, sans conflit d'intérêt, c'est-à-dire que je n'ai pas été payé par le syndicat des ostéopathes pour dénigrer la profession ou quoi que ce soit. Je l'ai fait de mon plein gré. Et je vais juste faire un petit rappel sur le principe de la controverse, quand même, pour bien poser les choses. La controverse, c'est un débat sur deux idées du coup opposées. Et vous allez voir qu'avec Anne, on a utilisé des fois les mêmes sources, mais qu'on ne les a pas forcément interprétées de la même manière. Donc je vous demanderai juste de prendre un peu de pas tout prendre au premier degré et de garder éventuellement vos tomates pour une prochaine controverse. Deuxième point, c'est sur ce débat qui est sur l'urgence en kinésithérapie respiratoire et pas sur l'utilité elle-même de la kiné respiratoire, qui ça peut être un autre débat pour l'année prochaine qui sera tout aussi intéressant. En France, il y a les décrets qui régissent comment fonctionnent les hôpitaux, notamment les services de réanimation, et ça dit très clairement que l'établissement doit pouvoir faire intervenir en permanence un kinésithérapeute 24 heures sur 24. Donc là, petit sondage dans la salle, qui dans son hôpital a un kiné qui peut intervenir 24 sur 24 ? Sur les quelques personnes qui lèvent la main. Si vous n'êtes pas en France, c'est ma deuxième question. Est-ce que si vous avez levé la main, vous pouvez baisser la main si vous n'êtes pas en France ? Voilà. C'est bien ce que je pensais. À part une personne, deux personnes, il n'y a pas trop de kinés en France la nuit, voire pas du tout. Et pourtant, notre taux de mortalité n'était pas beaucoup plus important en Belgique. Et on va regarder un petit peu ce qui se passe en Belgique sur la même étude que Anne a montrée. Pourquoi est-ce que les kinésithérapeutes étaient appelés la nuit? Donc on voit qu'il y a de multiples causes pour lesquelles ils sont appelés. Mais si on est un petit peu rigoureux et qu'on enlève tout ce qui n'est pas du rôle propre du kiné, c'est-à-dire qui peut être fait par un médecin, par une infirmière, voire une aide-soignante, eh ben on se rend compte qu'il n'y a plus grand-chose. Il reste la kiné respiratoire à proprement parler et éventuellement les ECBC. Et c'est justement cette notion d'urgence en kiné respi qui est un petit peu délicate. Je vais vous raconter deux anecdotes qui me sont arrivées, celle-là lundi dernier, ce lundi, et l'autre le mois précédent. On m'a appelé au réveil, dans la salle de réveil, pour une femme de 88 ans qui était encombrée, qui était oxygéno-requérante, et on m'a dit « essaye de venir la voir rapidement, c'est un petit peu urgent ». Donc j'ai arrêté ce que je faisais, je suis allé voir ma patiente, et 96% sous 4 litres au masque, un petit peu somnolente, dégraillonnement, désibilant, une expiration active. Du coup, j'ai essayé de faire ma séance, et vous en doutez, ça n'a pas été forcément très productif. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pratiquement aucune participation de la patiente. Et le deuxième point sur lequel on pouvait agir, mais du coup pas en urgence, c'était ce tableau un petit peu de sub-OAP, où après discussion avec l'anesthésiste, elle a mis en place du Lasélix, des bronchodilatateurs, pour essayer de l'améliorer déjà un petit peu cliniquement. Mais la première urgence, finalement, n'en était pas une. Deuxième cas, le mois dernier, le réanimateur appelle pour un BPCO qui vient de rentrer pour décompensation hypercapnique et demande de le faire cracher, éventuellement de faire un ECBC. Je me dépêche tout content en me disant enfin un petit peu d'action. Et je tombe sur un patient sous VNI avec des signes de tirage et surtout très comateux, qui s'explique notamment quand on regarde les gaz du sang avec un pH à 7,2, une PCO2 à 80 mm de mercure. Et là, vous, qu'est-ce que vous auriez fait? La même chose que moi, rien. Vous auriez attendu que le patient s'améliore sur le plan gazométrique, sur le plan neurologique. Donc finalement, une urgence où on doit attendre, est-ce que c'en est vraiment une? Donc on va redéfinir un petit peu ce que c'est l'urgence, voir ce que c'est l'urgence médicale. Donc c'est une situation qui nécessite une intervention immédiate ou alors rapide, parce que le pronostic vital ou fonctionnel du patient peut être engagé. Par exemple, dans le cas de l'arrêt cardiaque, on sait que si on ne commence pas la réanimation cardio-pulmonaire avant 4 minutes, il y a déjà une baisse de la survie de l'ordre de 50%. Dans le choc septique, on sait que si on n'introduit pas l'antibiothérapie chaque heure après le début de l'hypotension, pareil, une augmentation de la mortalité. Et dans l'AVC, si la thrombolyse n'est pas faite le plus précocement, il y a une perte de chance pour le patient au niveau du pronostic fonctionnel. Il y a même un délai maximal au cours duquel on ne fera pas la thrombolyse. 4h30, je l'ai mis avec une petite astérix parce que c'est les recommandations de 2009 de la HAS, mais là, c'est encore un petit peu débattu. Et donc, est-ce qu'on peut appliquer cette notion d'urgence au niveau respiratoire? Pour ça, on va juste redéfinir un petit peu, comme Anne l'a fait tout à l'heure, au niveau de la pompe respiratoire déjà. Cette pompe, c'est la capacité du patient face à assumer une charge respiratoire qu'on lui impose. Si la charge augmente, mais que la capacité du patient augmente, tout va bien. On le voit dans cette étude qui avait été faite sur un patient, où on mesure la pression œsophagienne, donc c'est l'effort finalement du patient, et la PAPO, la pression artérielle pulmonaire d'occlusion, qui représente finalement les pressions du ventricule gauche. On débranche le patient pour l'épreuve de sevrage, et qu'est-ce qu'on voit? La PAPO augmente immédiatement, le patient se met en OAP, fait un OAP de sevrage, et du coup, augmentation de la charge. Comment réagit le patient?
on voit la pression œsophagienne qui augmente de manière très forte. Le patient adapte sa capacité pour faire face à la nouvelle charge. Il n'est pas très bien, mais néanmoins, tout va bien, il n'est pas en urgence respiratoire. Par contre, dans un cas où la charge augmente ou au contraire la capacité du patient diminue, comme ce qui se passe au bout de quelques minutes de l'épreuve de sevrage, la papo continue d'augmenter et la pression œsophagienne du patient, qu'est-ce qu'elle fait? Elle diminue. Et là, vous assistez en direct à la fatigue musculaire du patient. Le patient est en urgence respiratoire, il n'arrive plus à assumer la charge qu'on lui donne. Je vous rassure, le patient a été rebranché avant la fin des 30 minutes de l'épreuve et il va bien. Et, excusez-moi, cette défaillance de la pompe respiratoire s'accompagne souvent, que ce soit la cause ou la conséquence, de troubles de l'hématose, soit avec une inadéquation entre les apports d'oxygène et les besoins de l'oxygène de l'organisme, soit l'élimination de CO2 qui n'arrive pas à suivre la production de CO2. Et donc ça donne ce tableau de détresse respiratoire aiguë, insuffisance respiratoire aiguë, avec comme signe réel d'urgence respiratoire le balancement thoraco-abdominal. Attention à bien différencier le vrai balancement thoraco-abdominal de l'expiration active, qui est juste le fait que le patient expire activement parce qu'il a un bronchospasme important, et à différencier ici des tirages et du recrutement, qui sont juste le fait que le patient utilise plus de muscles pour faire face à la charge qu'on lui impose, mais n'est pas forcément en détresse vitale. Ça s'accompagne également d'une hypoxémie, par définition qui est de moins de 55-60 mm de mercure suivant les définitions, et d'une encéphalopathie, souvent hypercapnique ou alors anoxique, parce que le patient va bientôt s'arrêter. Et donc, comme Anne l'a montré ce même diagramme sur le collège des enseignants d'ophtalmologie, ça donne plusieurs situations de détresse respiratoire avec plusieurs causes possibles. Et quand on regarde toutes ces causes et qu'on regarde les traitements de référence de ces différentes sources de détresse respiratoire aiguë qui nécessitent une intervention immédiate d'un médecin ou moins de quelqu'un pour aider le patient, eh bien on se rend compte que le kiné n'a pas sa place. Finalement, nulle part, le kiné n'est le traitement de référence en urgence des différentes pathologies. Si on regarde un petit peu plus loin, sans nommer les pathologies, mais uniquement les causes qui peuvent causer cette pathologie, par exemple l'hypoxémie, comment est-ce qu'on prend en charge l'hypoxémie? On augmente l'oxygénothérapie. Vous mettez plus d'oxygène à votre patient, vous corrigez la PaO2, le patient n'est plus hypoxémique. Sauf dans un cas où il y a un effet shunt, et dans ce cas-là, vous recrutez votre patient, vous recrutez du territoire alvéolaire, et vous levez l'hypoxémie. Pour l'hypercapnie, c'est à peu près pareil. Il y a une corrélation directe entre la PaCO2 et la ventilation alvéolaire. Ça veut dire que pour faire baisser votre capnie, vous augmentez la ventilation du patient et la capnie va diminuer progressivement. Ça peut commencer tout simplement par le rinçage de l'espace mort, éviter le rebracing du patient. Et enfin, au niveau de la prise en charge de la défaillance de la pompe respiratoire, et bien là, pareil, vous mettez de la VNI à votre patient, vous appliquez votre pression dans votre masque, plus vous montez l'aide inspiratoire, plus vous voyez la pression œsophagienne, l'effort du patient diminuer, et également le signal de l'EMG diaphragmatique qui diminue petit à petit. Le patient fait moins d'efforts avec la pression positive. On le voit également sur ce graphisme avec le produit temps-pression par minute qui diminue au fur et à mesure si vous appliquez de l'optiflow ou de la CPAP sur votre patient. Et donc, finalement, dans tous ces cas de détresse respiratoire de patient, insuffisance respiratoire aiguë, le kiné n'a pas vraiment sa place et donc n'a pas sa place en urgence. Pardon, excusez-moi. Je vais être un petit peu honnête quand même. Dans un point sur lequel on peut jouer, c'est la charge de travail qu'on impose aux patients, c'est l'encombrement bronchique. Alors l'encombrement bronchique, attention à la notion d'encombrement. L'encombrement bronchique, par définition, c'est l'augmentation transitoire ou permanente de sécrétions, ou alors la modification rhéologique de ces dernières. Seulement, l'encombrement bronchique à lui seul n'est pas une urgence, parce que dans ce cas-là, tous les patients mucoviscidosiques seraient en réanimation. Ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce qu'il faut joindre ça absolument à l'efficacité de l'atout. L'atout, c'est la force musculaire, le contrôle glottique. Et pareil, si vous n'avez pas de toux, ça ne veut pas dire non plus que vous allez être en réanimation, parce que tous les patients tétraplégiques qui n'ont pas de toux ne sont pas trachéotomisés. Et donc, c'est vraiment important de faire le lien entre ces deux. Un patient peut être très encombré, mais s'il arrive à tousser, ce n'est pas une urgence. C'est d'ailleurs la recommandation de l'ARC, American Association of Respiratory Care, qui dit clairement que la kinérespi n'est pas recommandée en routine pour les pneumonies et n'est pas recommandée en routine non plus pour les BPCO, témoin bien que l'encombrement à lui seul n'est pas quelque chose de vraiment grave. Même si, comme Anne l'a cité, on retrouve effectivement l'encombrement comme une source de réintubation assez importante. Mais si on va un petit peu plus loin dans l'étude et qu'on se regarde finalement la comparaison entre les patients qui survivent et ceux qui décèdent, on se rend compte que cet excès de sécrétion n'est pas un facteur de mortalité. Les patients ne meurent pas plus parce qu'ils sont encombrés. Bon, je vais être un tout petit peu honnête parce que le petit p n'est pas significatif, mais il est à 0,06. Néanmoins, c'est la statistique, ça veut dire que le fait d'être très encombré n'est pas un facteur de mortalité pour les patients. Et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas limiter l'encombrement à cette chose vraiment urgente?
C'est parce qu'il y a un troisième paramètre qui rentre en compte, c'est la participation du patient. Dans cette étude de Salam, publiée en 2004, il a évalué 3 paramètres sur les outcomes de l'extubation, à savoir le débit expiratoire de pointe à l'atout, l'encombrement et l'état neurologique du patient. Et quand on regarde ces différents paramètres, on voit que la sensitivité et la spécificité de ces paramètres pris séparément n'est vraiment pas très bonne. Et même le fait d'avoir beaucoup de sécrétion, c'est seulement 71% de chances d'être intubé avec une spécificité de 62%. Là où c'est intéressant par contre, c'est quand on associe les 3 paramètres, le patient qui est très encombré, le patient qui ne tousse pas et le patient qui n'arrive pas à participer. Et c'est souvent ça notre problème en réanimation, et surtout en urgence respiratoire, c'est la participation du patient. Dans les 2 cas cliniques dont je vous ai parlé au tout début, à chaque fois c'était la participation du patient qui posait souci, et donc qui nous empêchait d'être vraiment efficaces, et qui nous empêchait d'agir dans l'urgence, qui nous forçait finalement à attendre. Donc une situation où on doit attendre n'est pas vraiment une urgence respiratoire. Et dans ce cas-là, on a quelque chose qu'on adore faire, moi le premier, mais malheureusement pour lequel on n'a pas le droit, c'est l'aspiration nasotrachéale. En France, je ne sais pas comment c'est en Belgique au niveau de la législation, mais on n'a pas le droit de faire les aspirations nasotrachéales. Donc on ne peut pas se servir d'une méthode qui est illégale pour nous pour justifier d'une urgence. Autre point sur lequel je voudrais revenir, c'est, on l'a vu tout à l'heure, la cause des appels des kinésithérapeutes la nuit, c'était les examens, les ECBC. Il faut savoir que vos ECBC, quand vous en faites, dans 50% des cas, ils sont rejetés par le laboratoire. C'est-à-dire qu'ils ne vont même pas être examinés, parce que la plupart du temps, ils sont contaminés par de la salive, donc ça veut dire qu'il y a plus de 10 cellules épithéliales, ou alors qu'il n'y a pas assez de germes, pas assez de pus, donc moins de 25 polynucléaires neutrophiles. Et si malgré tout, votre CBC passe ce premier comptage et est validé pour être examiné, il faut savoir que dans certaines pathologies, notamment la mucoviscidose, si vous faites un premier crachat qui théoriquement vient du poumon gauche, il faut savoir que si vous faites un deuxième crachat qui vient du poumon droit, vous ne trouvez pas les mêmes germes. Donc ça veut dire que l'antibiothérapie ne pourra pas être adoptée parce que suivant le CBC que vous allez faire, le premier, le deuxième, le troisième, vous pourrez avoir 3 germes différents et du coup, pour adapter l'antibiothérapie, ce ne sera pas forcément très efficace. Je vais revenir maintenant sur cette étude qui a évalué l'impact de, comme le dit le titre, la chest physiothérapie sur les patients. Donc ils ont comparé 2 hôpitaux. Un hôpital où il y avait un kinésithérapeute 24 heures sur 24 versus un hôpital où il y avait un kiné seulement 6 heures sur 24. Et dans ces 2 hôpitaux, les kinés faisaient des manuels thorax-percussion. Donc clairement, l'étude annonce que faire de la kiné-respi 24 heures sur 24 versus 6 heures sur 24 améliore ou non le pronostic des patients. Quand on regarde les chiffres, c'est miraculeux parce que oui, les patients qui ont de la kiné-respi 24 heures sur 24 font moins de PAVM, ont une durée de ventilation plus courte, une durée de séjour à l'hôpital plus courte et surtout une mortalité moins importante. On se dit c'est super, il faut faire la kiné respiratoire 24 heures sur 24, ça sauve les patients. Oui, mais quand on regarde de plus près l'étude, il y a 2 petits biais. Vous allez voir 3 fois rien. Le premier, c'est dans l'hôpital où il y a un kiné que 6 heures sur 24, il y a 6 fois plus de patients traumatisés crâniens. Ça se traduit par quoi? Ça se traduit par des patients qui sont plus endormis, avec un score de Ramsay plus important et des défaillances d'organes plus importantes. Et c'est bien connu que les patients neurologiques font plus de PAVM et ont un taux de mortalité plus important à l'hôpital. Le deuxième biais, qui est tout aussi important, voire plus, c'est sur l'intervention. Le titre de l'étude, c'est la chest physiothérapie. Seulement, les patients n'avaient pas que de la kiné respiratoire, étaient également mobilisés. Et forcément, les patients qui avaient un kiné 24 heures sur 24 étaient plus mobilisés que les patients qui avaient un kiné que 6 heures sur 24. Et je voudrais insister sur cette notion de mobilisation un peu plus intensive, sur cette étude qui a fait de manière prospective, qui a évalué l'impact de leur programme de fast track sur des patients qui avaient une lobectomie. Ces patients qui avaient une lobectomie dès la salle de réveil, donc quelques minutes après l'extubation sur table, étaient mis au fauteuil et commençaient déjà la rééducation des membres supres et des membres infres, toujours en salle de réveil, et dès qu'ils arrivaient en réanimation quelques minutes plus tard, ils marchaient. Et quand on regarde le taux de complications de ces patients, dans 65% des cas, il n'y avait pas de complications. La deuxième complication la plus importante était justement la constipation. Ça se traduit comment au niveau des patients? Une lobectomie, normalement, quand vous avez déjà travaillé avec eux à l'hôpital, ça dure à peu près 4-5 jours d'hospitalisation. Là, les patients, dans 90% des cas, restaient 2 jours à l'hôpital. Et finalement, est-ce que c'est pas ça notre urgence? Au niveau respiratoire, quand on sait qu'on n'est dans aucun cas le traitement de référence, ni pour l'hypoxémie, l'hypercapnie, ou le maintien de la pompe respiratoire, et surtout, quand on agit, on doit attendre que le patient est stable, c'est-à-dire donc plus du tout une urgence. Est-ce que c'est pas ça l'urgence, c'est de faire bouger ces patients pour leur permettre un vrai retour à la physiologie, plutôt que des techniques qu'on va faire de temps en temps et qui vont avoir un effet vraiment que temporaire? Je vous remercie de votre attention.